ça que alors, ma grand-mère, elle a eu, quand la révolution, je m'excuse pour ne pas te laisser rentrer, mais quand la révolution elle a triomphé, ma grand-mère, elle était déjà prof. C'est pas qu'elle est devenue prof après la révolution, non. Elle était déjà prof, mais elle a eu comme, on l'a mise en valeur malgré qu'elle était noire. Ouais. Alors, les changements ont commencé par là, elle a adoré ça. Et c'est ça qui est arrivé, c'est ça, parce qu'on parle souvent donc de la Révolution, on ne peut pas l'oublier parce qu'elle est partout à Cuba, mais on ne parle pas de la période qui a précédé la Révolution, qui était donc une période sous la dictature de Batista et l'emprise des États-Unis également. Parce que tout ce qui était de valeur à Cuba, évidemment, les Américains avaient la patte dedans. Ouais. Et Batista régnait en dictateur. Alors, quand Fidel Castro est arrivé et, comme tu l'as super bien exprimé, a fait une place donc à la population, a enlevé les richesses des riches et a redistribué ça dans le peuple, on comprend que ces gens-là qui ont vécu ça, pour eux, la révolution, ça a été extraordinaire. Ça a été de démocratiser l'enseignement, démocratiser les soins hospitaliers. Donc, pour eux, il y a un attachement. Ouais. Et c'est ça qu'on vit, je pense, en tout cas, mon interprétation des événements actuels. C'est clair que bon, ce système-là, c'est un système, compte tenu que l'international, particulièrement les États-Unis avec leur embargo, qu'on ne veut pas qu'ils réussissent, puis qui malheureusement est peut-être rendu au bout du rouleau, au bout de la corde. On ne voit pas d'autres sauveurs à l'horizon se pointer. Il y a eu la Russie, qui pendant longtemps s'est arrangé pour faire un pied de nez aux États-Unis, pour être installé dans leur cours, puis financer, puis aider Cuba avec beaucoup de trucs. Il y a eu le Venezuela, on a vu ce qui est arrivé avec le parrain Chavez, qui a investi beaucoup, qui a aidé beaucoup Fidel, qui a eu beaucoup de conseils de Fidel. Et vice-versa. Fidel a beaucoup moins, dans mes gens rapprochés, on a envoyé le médecin au chevet de Chavez, les médecins cubains. Ça, c'est pas que c'est pas une bonne contribution. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, Cuba a toutes ces connaissances-là, mais n'a pas les ressources pour permettre que les connaissances permettent de faire que Cuba devienne prospère. Exactement. Et non seulement n'a pas les ressources, mais un petit peu comme Haïti a vécu un exil des cerveaux, mais Cuba, d'une certaine façon aussi. Parce que là, ma cousine, par exemple, elle est brillante. Elle est un médecin. C'est pas parce que c'est ma cousine, vraiment. C'est parce que c'est ta cousine. Mais elle a eu son diplôme d'or. Il y a des gradués de médecins, mais il y a des gradués qui obtiennent leur diplôme d'or. C'est le genre d'élève qui a les 100% dans chaque examen. Elle a fini le pré-universitaire avec un cumul de 100%. C'est 100% tout le temps. C'est pas comment est-ce qu'elle fait. Elle est une tête. Elle est trop intelligente. Alors, actuellement, elle vit au Brésil. Elle est partie au Brésil. Elle a décidé de rester là-bas. Alors, elle doit rester 8 ans sans retourner à Cuba. Oui, j'avais entendu 6 ans. C'est quoi 8 ans? Pourquoi? C'est parce que c'est une loi. C'est une punition. Oui, c'est une punition quand tu parce choisis que comme médecin de rester à l'étranger. Oui. La manière de justifier ça, c'est en disant, bon, l'État a payé tes études en médecine, et maintenant, toi, tu choisis de rester à l'étranger, donc tu ne reviens pas à Cuba. C'est une façon d'avoir une représailles. Donc, il y a un exode qui est celui-là, mais il y a un autre exode. C'est pas beaucoup de monde. Non, il y en a beaucoup. Il y en a médecins. Oui, sérieusement. Ah ouais. Parce que même les sportifs, ils vivaient la même chose. Non, mais il faut quand même être conscient parce que ce qu'on appelle les blouses blanches, là, les médecins cubains, la brigade de médecins cubains, est la première source de revenus de Cuba avant le tourisme. Comprends-tu? Donc, c'est pas rien quand on dit Cuba envoyait des médecins. Non, c'est clair. Non, mais pour moi, vraiment, la perspective était la suivante. C'est que aujourd'hui, on a des ingénieurs à Cuba. On a, en fait, tout ce qui est profession technique. Je ne parle même pas des ressources humaines, mais les professions techniques qui vont bâtir, dans le fond, qui vont construire la société physique qu'on voit. Mais même avec toutes ces connaissances-là, on n'arrive pas
ils ont à pas. trouver l'équilibre parce que bon, on ne permet pas à ce système-là d'exister dans sa forme actuelle. Ils sont passés. Mais l'autre il y a aussi, je m'excuse de vous couper encore, il y a aussi l'effet de ce qui se vit à l'intérieur. OK? Parce que là, les Cubains aujourd'hui, tant à l'intérieur comme à l'extérieur, on ne croit plus à l'embargo. Il y en a beaucoup qui ne croient plus à ça. Qu'est-ce que tu veux dire par Il y en a qui l'ont vécu personnellement, par exemple, ils ont tenté de faire des affaires, ils ont vécu l'embargo, ils savent que l'embargo existe. Mais les gens qui n'ont pas fait des affaires, les gens qui ne sont pas dans le monde de business, pour eux, c'est tout incommenté. Mhm. C'est juste le gouvernement qui est en train de voler les biens avec les Ah! Non, mais je vais juste c'est redécortiquer intéressant, parce que ça. je disais qu'il y a un exode des cerveaux qui est celui à l'extérieur, mais il y a aussi l'exode dont on ne parle pas puis qui est, à mon sens, super important. C'est le fait que, justement, tous les gens éduqués à Cuba se dirigent vers l'industrie touristique parce que c'est la seule façon d'avoir des devises dures. Et ça, je vais y revenir à la question des devises parce que c'est très important dans la situation géopolitique Oui, qui se passe mais en ce moment à Cuba. si tu permets, je veux juste ouvrir ce point-là parce que c'est pas que je connais cette situation-là. J'ai jamais entendu parler, j'ai jamais entendu quelqu'un de Cuba ou de l'extérieur parler de ça. Ce que tu dis, c'est que il y a une partie ou une grande partie de la population qui ne croit plus à la question de l'embargo, qui pense que dans le fond, que c'est une façon pour les gens au pouvoir de se maintenir au pouvoir puis d'avoir accès, eux, à plus de biens et de richesses et de ne pas laisser l'accès à une grande partie de la population qui n'ont pas accès à ces biens et à ces richesses. C'est pour moi une révélation totale, capitale. Oui, et qu'est-ce qui se passe? C'est les médias. Avant, on n'avait pas les réseaux sociaux. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas Instagram. Et là, aujourd'hui, les gens, ils voient les dirigeants et leurs familles, en commençant par les Castro, avec des gros voyages, des bateaux, des super voitures, dans des gros restos, même chez eux, avec un festin sur la table, en même temps que les gens ont faim. Ce que tu me dis là, c'est qu'aujourd'hui, les gens de la population ont accès à ces images-là. Oui, absolument. Avant, c'était parce qu'il disait que nous, parce qu'avant, lui, il disait tout le temps, et moi, j'ai grandi dans une famille révolutionnaire, on m'a éduqué à aimer Fidel avec tout mon cœur, tu vois. Parce que là, ma grand-mère, comme c'est ma grand-mère maternelle... C'était son idéal. Oui. Mon grand-père, par exemple, je ne l'ai pas connu personnellement parce qu'il est décédé avant que je sois née. Il était le père de ma mère, il était moitié haïtien, moitié amérindien. Alors eux, la famille, ils ont vécu l'enlèvement des biens. Alors c'est sûr que ce côté de la famille, c'est pas la même chose. Eux, ils se sont fait déposséder. Ils peuvent même pas écouter le nom Castro. C'est un autre côté. C'est le pourquoi on m'a appris à aimer la famille malgré tout. Mais ces gens-là, ils sont restés quand même dans la société cubaine. Ils ont vécu, malheureux, mais vécu versus un autre. Mais aujourd'hui, l'impact de ces réseaux sociaux, de la communication, est-ce que je comprends, est-ce que j'entends ce que tu dis, qui fait qu'on est rendu à avoir des manifestations dans les rues? Oui, exactement. C'est pas seulement les images, c'est aussi que quand on est à la télévision, quand on est à la radio, ils disent c'est pas vrai, ça, on fait pas ça, ça se peut pas. Et alors, les gens, ils sont en train de voir l'image. Ils sont en train de voir le live que fait les membres de la famille dans je ne sais pas quel pays. Ils voient les images alors qu'elles sont publiées. Ils sont en train de voir tout et en même temps, tu regardes dans la télévision cubaine, dans les nouvelles, on ne fait pas ça. Mais les gens, ils sont révoltés. Je suis peut-être parce que je veux bien, parce que j'ai reçu énormément
les gens connaissent mon engagement avec Cuba, donc j'ai reçu beaucoup de communication. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe à Cuba. Tu sais, les Québécois voyagent depuis toujours à Cuba. La plupart des gens sont allés plus d'une fois. Ils lisent des liens avec les Cubains, ils ont été mangés dans des maisons. Des fois, ils envoient des cartes de téléphone, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés de la situation à Cuba en ce moment. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un mélange de Idelmis que tu as très bien décrit. Le fait que grâce aux médias sociaux, autant les employés des hôtels, on leur montre, parce que l'Internet, évidemment, est contrôlé par le gouvernement. Oui, on ne voit pas ce qu'on veut comme on veut. Mais donc, il y a quand même des choses qui filtrent. Hein, comme je disais, les Cubains sont extrêmement créatifs, trouvent toujours des moyens, des solutions. Donc, ils trouvent aussi des moyens d'aller sur Internet. Et donc, sont témoins de ça. Puis à un moment donné, c'est comme on ne peut plus tout le temps leur cacher. Mais je pense que où Idelmis disait il ne croit plus en l'embargo, c'est ce qu'on a vu dernièrement. Donc, le 11 juillet, il y a eu des soulèvements dans les rues. C'est ça que vous avez vu circuler sur les médias sociaux. Ça a commencé à peu près en 2018 avec le mouvement San Isidro. Donc, les artistes, tu peux peut-être nous en parler. Je te dirais que ça a commencé avant. Oui. San Isidro, c'est des Cubains qui ont des pantalons, pour dire d'une façon, qui ont médiatisé ce qu'ils faisaient, avec l'aide évidemment de l'étranger, des Cubains qui sont ici. Etc. Alors, San Isidro sont eux qui ont dit à un moment donné assez assez, alors je suis prêt à donner ma vie. Pour notre gouvernement de San Isidro, est-ce que c'est un endroit? C'est un mouvement. Un barrio. Oui, c'est le nom de un quartier. Un quartier de Laval. À Laval. C'est un quartier de Laval. Quartier populaire, quartier riche, quartier moyen. Populaire. Quartier populaire. Donc, en 2018, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement cubain a passé un nouveau règlement, une nouvelle loi, où il s'octroyait le droit de visualiser tout ce que les artistes produisaient avant que ça puisse être lancé, diffusé. Et donc, il y a des gens qui ont commencé à protester contre ça. Et donc, comme Idelmis le disait, en justement mettant des vidéos sur les médias sociaux, ils ont eu donc un appui, ça résonnait à d'autres artistes à Miami, tout ça. Et donc, ils ont commencé à manifester, à faire des stand-in parce qu'il y a des artistes qui avaient été emprisonnés pour leur position. Oui, c'était vraiment pacifique parce que, mais pour eux, c'est un système qui n'est pas habitué, qui ne peut pas faire passer le fait qu'il y a des gens qui pensent différemment. Tu es à faveur de la révolution ou tu n'es rien? Tu n'es rien, c'est ça. Alors, ils l'ont fait comme en français, mon Dieu. On dit un stand-in quand même, une grève de la faim. Grève de la faim. OK. Alors, ils ont fait une grève de la faim. Ils ont resté beaucoup de jours sans manger, juste pour montrer qu'ils étaient vraiment prêts à mourir. Pour qu'un changement, qu'un changement se fasse. Parce qu'il y avait des artistes aussi qui avaient été emprisonnés. Ça s'est passé quand, cette année? En 2018. Ça a commencé en 2018. Ça a commencé, mais là, la pire situation, c'était l'année passée, je dirais, Donc, ça a commencé comme à ouvrir une porte sur peut-être qu'on peut manifester, je pense. Et ça, 2018, c'est aussi, il faut le nommer, c'est la dernière année où le frère de Fidel est au pouvoir. Non. Bon, non, c'est juste dans les fonds, quand il a fait le discours, qu'il a nommé Díaz-Canel comme président de Cuba, dans le même discours, il a laissé très clair que lui, il a été derrière. Il restait le chef de l'armée. Il allait rester derrière. Le chef de l'armée, là.